Imaginez les fraudes bancaires les plus notoires dont vous avez entendu parler. La Société Générale avec l'affaire Kerviel où 5 milliards d'euros ont été perdus à cause de prises de risques excessives, HSBC impliqué dans des scandales de blanchiment d'argent, ou encore les pratiques douteuses de la banque Lehman Brothers qui ont contribué à la crise financière de 2008, plongeant ainsi l'économie mondiale dans la tourmente. Aucune justice n'est jamais rendue, personne ne va en prison et ceux au pouvoir semblent indifférents. Mais que se passerait-il si c'était le contraire? Et si les criminels en col blanc faisaient face à la punition ultime? Voici l'histoire d'une femme récemment condamnée à mort au Vietnam. Trong My Lan n'a pas commis de meurtre, n'a pas trafiqué de drogue, ni commis de trahison. Au lieu de cela, elle a perpétré une fraude si massive en l'espace de 10 ans qu'elle équivalait à environ 6% du PIB du Vietnam. Il y a quelques mois maintenant, le tribunal populaire d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam a condamné à mort une riche promotrice immobilière pour avoir escroqué une banque de plusieurs milliards de dollars. Le 11 avril 2024, Trong My Lan, âgée de 67 ans, a été reconnue coupable de détournement de fonds, de corruption de fonctionnaires d'État et de violation des réglementations sur les prêts bancaires. Ce même jour, elle a été reconnue coupable d'avoir utilisé sa position à la Saigon Commercial Bank pour avoir détourné environ 1280 prêts bancaires équivalent à 44 milliards de dollars au total entre 2012 et octobre 2022. Et après avoir soustrait la valeur des actifs garantis, les défendeurs ont causé à la SCB une perte nette de près de 27 milliards de dollars. À ce jour, cette fraude est considérée comme l'une des plus grandes de l'histoire bancaire au monde et son ampleur reste difficile à chiffrer précisément. La plupart des actifs sont inachevés et leur propriété est souvent floue, car ils peuvent avoir été utilisés comme garantie pour des prêts et des obligations. Mais alors, comment une personne seule a-t-elle pu détourner autant d'argent pendant plus d'une décennie sans être arrêtée par les autorités? Préparez-vous à plonger dans l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire du Vietnam. Trong My Lan se hisse désormais aux côtés des plus grands escrocs en col blanc, à l'instar de Bernard Madoff et sa gigantesque pyramide de Ponzi de 65 milliards de dollars, ou encore de Sam Bankman-Fried, dont la chute de FTX a entraîné une fraude de 8 milliards de dollars. Ce nouveau scandale ne fait pas seulement écho à ces fraudes légendaires, il les surpasse par son ampleur dévastatrice et ses répercussions sur l'économie florissante de l'Asie. Mais revenons un peu en arrière. Trong My Lan est né en 1956 à Saigon, dans le sud du Vietnam, dans une famille modeste mais entreprenante. Son histoire commence au marché de Ben Thanh, un centre emblématique et animé, connu pour sa culture intense de marchandage. Et dès son plus jeune âge, Lan a appris l'art de la débrouillardise. Adolescente, elle et sa mère étaient des figures familières du marché, vendant ensemble des cosmétiques. En règle générale, les détectives cherchent souvent des indices sur les actions ultérieures d'un coupable dans sa jeunesse. Mais la jeunesse de Lan n'offre que peu d'indices. Il n'y avait aucun signe évident impliquant la future maîtresse du crime qu'elle deviendrait. Au milieu des années 1990, elle entre sur le marché immobilier et fonde le groupe Van Tin Pat, un conglomérat d'investissements immobiliers, de services hôteliers, de restauration, d'événements sportifs, de services financiers et d'infrastructures. Et pendant cette période, le Vietnam subissait une transformation économique spectaculaire. Les réformes du pays, initiées à la fin des années 1980, avaient ouvert les portes aux entreprises privées, offrant des opportunités sans précédent pour les entrepreneurs. Le PIB du Vietnam a alors commencé à accroître à un rythme impressionnant, atteignant des taux de croissance annuels de 7 à 8% tout au long des années 1990. Le pays passait du statut de l'un des pays les plus pauvres du monde à une économie en pleine expansion. Cependant, les terres restaient sous contrôle de l'État et pour entreprendre à une plus grande échelle, il fallait un charme considérable et des relations solides pour convaincre les fonctionnaires. Mais l'ascension de Trong My Lan a été aussi incroyable que sa chute. En 1992, elle rencontre Eric Chu, un investisseur de Hong Kong. Ensemble, ils se marient, ont 2 filles et construisent un empire florissant allant des restaurants et hôtels de luxe aux propriétés au Vietnam et à Hong Kong. C'est à ce même moment que sa fortune explose véritablement. Mais le profil des criminels en col blanc reste toujours le même. Avec tout ce succès et aucune raison apparente de violer la loi, on pourrait croire qu'ils seraient satisfaits. Pourtant, c'est l'avidité qui les pousse à aller toujours plus loin et comme vous le verrez dans les prochaines minutes, malgré tout ce qu'elle possédait déjà, Trong My Lan en voudra encore plus. Et ce n'est qu'en 2010 que les choses ont commencé à se détériorer. Lan était une figure majeure de la scène financière vietnamienne et son empire était l'une des plus riches sociétés immobilières du pays. Elle était puissante et bien considérée dans la communauté. À cause de cela, et probablement en raison de ses connexions, elle a été chargée d'organiser la fusion de 3 banques en difficulté, Ficom Bank, Tin Gia Bank et la Saigon Bank, pour former la Saigon Commercial Bank. Et ce plan a été approuvé par la Banque centrale du Vietnam. Ils ne savaient pas encore, mais cette décision allait marquer l'histoire du pays. Ce n'est qu'à partir de 2012, une fois le plan établi, qu'elle a commencé à siphonner les fonds de la banque. Elle s'est accordée
accordé plus de 1200 prêts à elle-même, à sa famille et à ses associés et a versé des pots de vin à des fonctionnaires pour les faire taire. À ce moment, son pouvoir était encore incontesté. Mais alors, quelles étaient les lois pour empêcher ce type de fraude? Bien évidemment, la loi était claire. La loi vietnamienne limite la propriété individuelle dans une banque à 4,9% maximum pour éviter tout monopole de certaines institutions ou riches familles. Mais d'une manière ou d'une autre, au fil des années, elle a fini par posséder non pas 10% ni même 20%, mais bien 91,5% de la banque SCB, lui conférant ainsi la position d'actionnaire majoritaire d'une des plus grandes banques du Vietnam et d'Asie. Beaucoup en ont rêvé, Trong My Lan l'a fait. Comme pour beaucoup d'autres escroqueries financières, la première étape dans le plan de cette fraude massive a été de créer des milliers de sociétés écrans pour disperser les informations, les noms, les montants ou encore les numéros. Elle a mis la propriété de ces entreprises et des actions bancaires au nom d'autres personnes, de sorte qu'un coup d'œil rapide de l'extérieur montrerait une gamme saine et diversifiée de dirigeants et de PDG contrôlant les filiales et les partenaires de la banque. Évidemment, cet écosystème a fait appel à des centaines d'individus pour agir en tant que représentants légaux des entreprises qui étaient divisées en 4 groupes principaux ayant des liens étroits. Des institutions financières, des entreprises impliquées dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'immobilier et des sociétés écrans au Vietnam et bien évidemment un réseau de sociétés étrangères dans des paradis fiscaux. Mais en réalité, malgré des gérants de façade et des prête-noms, Trong My Lan était la véritable détentrice de la plupart de ces sociétés. La seconde étape du plan a été d'organiser les affaires internes en embauchant et en s'associant à des personnes de confiance pour gérer la SCB sans alerter les autorités du marché. Dès lors, l'escroquerie commença. Grâce à sa position et à son réseau de corruption, elle ordonna à ses associés d'approuver des prêts à son réseau de sociétés écrans au Vietnam et dans le monde entier. Bien évidemment, personne ne pouvait refuser ces demandes, car si Trong My Lan tombait, tout le monde sombrerait avec elle dans cette immense fraude financière. Le problème, c'est que ces entreprises n'avaient souvent aucune activité ni employés. Elles utilisaient de faux contrats pour déplacer de l'argent hors du pays afin de le disperser et de le cacher dans des comptes offshore. Et à mesure que le plan grandissait, elle avait besoin de plus de personnes pour gérer sa liste toujours croissante de fausses entreprises. Car étant donné la facilité avec laquelle elle menait cette fraude massive, elle ne pouvait pas s'empêcher de continuer. Bien sûr, qui allait l'arrêter? Elle contrôlait 90% de la banque grâce à ses montages financiers, ce qui lui conférait un pouvoir massif et surtout un contrôle total sur les activités et les rapports qu'elle pouvait couvrir ou falsifier. Et comme tout bon escroc qui se respecte, elle impliqua plusieurs membres de sa famille, dont son mari, et envoya plus de 90% des prêts approuvés directement dans ses poches ou celles de sa famille. Avec cette configuration, Lan avait maintenant des milliards de dollars de dépôts clients à sa disposition pendant 10 ans. Pour que vous puissiez imaginer la chose, chaque fois qu'une personne déposait 1 euro à sa banque, 90 centimes allaient directement dans les poches de cette femme. Pour que vous puissiez imaginer la chose, chaque fois qu'une personne déposait 1 euro à sa banque, 90 centimes allaient directement dans les poches de cette femme. Et dans la décennie précédant son arrestation, Lan a contracté près de 44 milliards de dollars de prêts illégaux. Mais alors, la question qui nous vient à l'esprit est comment se fait-il que personne n'ait remarqué autant d'argent manquant? Eh bien, certaines personnes l'ont remarqué. Lan était un nom connu au Vietnam. Sa position à la Saigon Commercial Bank la tenait en haute estime. Mais son accès sans fin à des capitaux liquides rendait évident qu'elle faisait quelque chose de louche. Ces transactions douteuses étaient un secret de Polichinelle, mais elle passait les audits de grands noms comme Deloitte et KPMG haut la main. Et même si un régulateur devenait suspicieux et décidait de creuser plus profondément, Lan distribuait des pots de vin comme des bonbons. Donc, un pot de vin de 5,2 millions de dollars pourrait mettre l'inspecteur et sa famille à l'abri, et ce sur plusieurs générations. Mais au lieu de cela, c'est la prison à vie que cette personne a reçue. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous auriez accepté ce pot de vin? Dites-le nous dans les commentaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant près de 3 ans, Lan a ordonné à son chauffeur de retirer l'équivalent de 4,5 milliards de dollars et de les stocker dans son sous-sol. Et même en utilisant les plus gros billets, cela équivalait à près de 2 tonnes. Alors déplacer une telle quantité de liquidité sans éveiller les soupçons semble inimaginable. Et pourtant, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Dans un pays où de nombreux citoyens peinent à joindre les deux bouts, un pot de vin peut transformer une vie. Et c'est ainsi que tant de personnes ont accepté l'argent de Lan et pourquoi elle a pu échapper aux autorités aussi longtemps. Mais malheureusement, lorsque les crocs se referment sur vous, il est difficile de s'en sortir. Une fois que vous avez dit oui à une tâche illégale, vous devenez complice et donc vous risquez vous aussi la prison. Les négociations sont donc plus simples par la suite. Et que pourrait faire un simple individu face à une multimilliardaire ayant des contacts avec tous les plus hauts responsables du pays? Bien évidemment rien, la voie était ouverte. Cependant, sa chance allait tourner et son empire allait s'effondrer. Les autorités vietnamiennes menaient une politique de la terre brûlée contre la corruption. D'ailleurs, il faut savoir que le Vietnam est un état à parti unique. Donc il n'y a pas toujours d'incitation ou de concurrence pour vérifier et
et contrôler si tout est en ordre dans le pays. Pendant des années, la campagne Fournaise ardente s'est concentrée sur la corruption dans le secteur public au Vietnam. Parler de répression de la corruption n'était pas nouveau et tombait probablement dans l'oreille de sourds, y compris celle de l'âne qui pensait être intouchable. Alors que l'âne était occupé à verser des pots de vin et à siphonner de l'argent, le Parti communiste a commencé à prendre la corruption dans le secteur privé plus au sérieux. Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine faisait rage, les entreprises se précipitaient pour trouver de nouveaux lieux de fabrication. Le Parti communiste le savait et grâce à la campagne Fournaise ardente, ils ont promis de faire du Vietnam un endroit plus propre et plus sûr pour les affaires. Les investissements étrangers ont donc influé et des entreprises comme Samsung, LG ou encore Apple ont investi des milliards dans la fabrication de produits de haute technologie. Mais il y avait un revers à tout cela. Toute personne reconnue coupable de corruption se trouvait dans une situation délicate. Et plus vous étiez corrompu, plus la situation était chaude. Et notre chère Trong My Lan était la plus corrompue de toutes. En octobre 2022, Lan a été arrêtée et moins de 2 ans plus tard, elle a été condamnée à mort. Cela semble fou, mais la raison de cette punition est à la fois surprenante et pas si surprenante. Pour l'instant, les retombées initiales de l'arrestation de Lan ont été énormes. La police a identifié environ 42 000 victimes, détenteurs d'obligations et personnes ordinaires ayant confié leur économie à la SCB. Le procès a été télévisé et a constitué un spectacle sans précédent dans le pays. 85 personnes ont été condamnées dans cette affaire, allant de 3 ans à la prison à vie. Et l'empire de l'âne était si massif qu'il a mis à genoux un marché immobilier autrefois prospère. Les entreprises immobilières ont fermé en nombre record et les autorités ont saisi plus d'1 millier de propriétés appartenant à l'âne. Plusieurs gratte-ciel à Hanoï ou encore à Ho Chi Minh Ville sont désormais vides. Après l'arrestation de Trong My Lan, la Banque centrale du Vietnam a pris des mesures d'urgence en injectant 24 milliards de dollars dans la SCB pour éviter l'effondrement de la banque et stabiliser la situation. Ce soutien financier visait à couvrir les retraits massifs et à restaurer la confiance. En parallèle, le gouvernement a sollicité des investissements étrangers pour contribuer au redressement de la banque. Toutefois, cette intervention a exacerbé les inquiétudes des investisseurs, compliquant les efforts du Vietnam pour renforcer sa position sur le marché mondial de la fabrication. Le 11 avril 2024, le tribunal populaire d'Ho Chi Minh Ville a donc condamné Trong My Lan à mort pour avoir causé des dommages à la Saigon Commercial Bank d'un montant supérieur à 27 milliards de dollars. Mais bien entendu, l'intégralité de cette somme n'a pas été retrouvée et ne le sera jamais. Pourquoi ? Eh bien, cet argent est bien caché et vous vous en doutez bien, personne ne pourra remettre la main sur cet argent. Avec toutes les sociétés écrans créées et les différents prête-noms, c'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin, c'est quasiment impossible. De plus, cet argent a probablement été mis au nom de plusieurs membres de la famille, associés ou amis, qui pourront bien entendu s'expatrier dans un autre pays et utiliser cet argent lorsque la situation sera plus calme. Et pour mettre cela en perspective, en 2023, le PIB du Vietnam était de 430 milliards de dollars. Ainsi, ces 27 milliards de fraudes officiellement retenues contre elle correspondent à 6% du PIB du pays, ce qui constitue littéralement un scandale national pour un pays qui tente depuis plus d'une décennie de sortir sa population de la pauvreté en mettant en place des nouvelles réformes pour s'ouvrir et s'industrialiser. Pour prendre un peu de recul, c'est comme si une seule personne en France avait détourné à elle seule près de 165 milliards d'euros. Notre pays serait devenu complètement fou et cela aurait provoqué la chute d'innombrables institutions en un claquement de doigts. Et vous vous demandez peut-être ce que la justice a réellement réussi à saisir dans cette affaire. Eh bien, les propriétés liées à Trong My Lan et son empire sont aussi emblématiques que choquantes. Elles représentent le sommet de l'opulence au Vietnam, chacune étant un symbole de pouvoir et de richesse. Mais aujourd'hui, elles sont au cœur de cette escroquerie. Prenons Times Square Saigon par exemple. Ce gratte-ciel de 39 étages domine Ho Chi Minh Ville, mais derrière cette façade de prospérité, il a servi de garantie pour 73 prêts, accumulant une dette vertigineuse de 1,2 milliard de dollars. Ensuite, il y a le Sherwood Residence, un complexe 5 étoiles de 228 appartements de luxe et 12 somptueux penthouses. Ce bâtiment qui était la résidence de Lan avant son arrestation incarne à la fois son style de vie extravagant et la fragilité d'un empire bâti sur les bases frauduleuses. Nous avons également le Windsor Plaza Hotel avec ses 376 chambres, situé au cœur du quartier chinois d'Ho Chi Minh Ville, un autre joyeux de l'empire de Lan. Encore une propriété prestigieuse, mais toujours liée à cette fraude de plusieurs milliards. À Hanoï, nous retrouvons le Capital Place, 2 tours de 37 étages d'espace de bureaux qui avaient attiré l'attention d'investisseurs étrangers prêts à débourser 360 millions de dollars. Pourtant, ce bâtiment, utilisé comme garantie pour des prêts de 230 millions de dollars, est resté au centre des batailles juridiques avec les créanciers bloquant la vente. Enfin, la tour IFC Saigon One, une coquille
coquille vide de 41 étages surplombant la rivière Saigon est un autre projet inachevé racheté par une filiale de LAN. Mais depuis son arrestation, la construction est suspendue, laissant cette structure comme un symbole figé d'une ambition démesurée et illégale. Et ces exemples ne sont que les plus visibles de cette fraude massive. Bien entendu, LAN a réalisé des centaines, voire des milliers d'autres investissements, tant au Vietnam qu'à l'étranger. L'arrestation de LAN a bien entendu choqué la nation, mais le verdict de la peine de mort l'a encore plus. La peine capitale au Vietnam est relativement courante, mais elle est rarement appliquée dans les cas de crimes financiers, surtout pour quelqu'un sans condamnation antérieure. Alors, quelle est l'histoire derrière cette décision? Eh bien, il y a plusieurs perspectives. La première est que le Vietnam a cherché à faire de LAN un exemple pour ceux qui tenteraient de voler l'argent du pays. La seconde est que cette fraude a réellement ébranlé l'État et sa gouvernance auprès de sa population, réduisant ainsi la confiance du public envers son gouvernement. Certains experts pensent donc que le Parti communiste l'a utilisé comme un sacrifice humain pour montrer au monde qu'il était sérieux dans la lutte contre la corruption. Si LAN avait reçu une peine de prison à vie, l'histoire n'aurait probablement pas fait les gros titres internationaux et les autorités n'auraient pas pu pousser leur narrative. Bien évidemment, LAN a plaidé non coupable et a blâmé ses subordonnés. Elle a admis qu'elle avait été impliquée dans la restructuration de la banque, mais n'avait pas détourné de fonds. Elle a également déclaré au tribunal que son manque d'expérience en matière bancaire et son manque de compréhension juridique l'avaient mise dans cette situation. Évidemment, les tribunaux n'ont pas cru en son histoire, ni le peuple vietnamien. Au total, 85 personnes ont été inculpées et condamnées à des peines allant de 3 ans à la prison à vie, y compris le mari de LAN qui a été condamné à 9 ans de prison et sa nièce qui a reçu 17 ans d'emprisonnement. D'autres anciens dirigeants de la SCB ont fui le pays et sont aujourd'hui introuvables. L'histoire de Trong My LAN illustre de manière frappante l'impact dévastateur de la cupidité incontrôlée, non seulement sur la société, mais aussi au plus haut sommet de l'État. Pourtant, ce cas est différent. Il démontre clairement que même les plus riches ne sont pas à l'abri des conséquences. LAN, qui avait déjà accumulé une immense fortune, a montré que lorsqu'il s'agit d'argent, il n'y a parfois jamais de limite. Elle aurait pu s'arrêter à 100 millions de dollars ou même 1 milliard, mais elle a continué jusqu'à dépasser les 10 milliards, poussée par une soif insatiable d'argent. En fin de compte, elle a payé le prix ultime pour son avarice. Cependant, il serait naïf de penser qu'elle a agi seule. Bien sûr, de nombreux hauts fonctionnaires étaient au courant, mais la plupart étaient soit corrompus, soit paralysés par la peur. Ce réseau de soutien parmi les élites a permis à LAN de perpétuer cette fraude à une échelle massive. C'est là que réside un problème fondamental de nos institutions. Elles sont souvent gangrénées par la corruption et l'impunité au plus haut niveau, rendant presque impossible d'enrayer de tels scandales sans une réforme profonde. Mais je vous pose la question, pensez-vous que c'est une punition trop sévère? Quelle aurait été la conséquence la plus juste selon vous et quelles sont vos pensées sur cette histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est rapide, facile et le meilleur moyen de soutenir notre travail. Merci et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.